Merci. Ça marche? Faut que je me mette plus près peut-être du micro. Merci infiniment de l'invitation à discuter comme c'est mis de mon expérience avec l'Open Access. Donc je ne suis pas un scientifique expert de l'Open Science. Je me sens comme un laïc au Vatican, si je puis dire. Malgré tout, voilà, effectivement, j'ai une expérience que j'ai le plaisir de pouvoir partager avec vous aujourd'hui, qui porte en fait sur la création d'une revue qui s'appelle Criminologie, Forensique et Sécurité, qui est une revue Open Access, auquel on peut rajouter autogéré, puisque c'est un des éléments clés probablement aussi à considérer derrière tout ça, et une dimension qui est importante. J'ai prévu en fait quelques éléments, quelques arguments, quelques éléments qui m'ont marqué dans le parcours de création de cette revue, de gestion de cette revue, que je me suis dit avait peut-être un intérêt à partager avec vous. Mais de nouveau, prenez-le pas comme le regard d'un scientifique sur l'open access, mais comme une expérience ponctuelle. Je pense que ce n'est pas inutile, avant de parler peut-être de l'open access, quand même de parler sur le fond, qu'est-ce qu'on est. Donc moi, je suis professeur à l'École des sciences criminelles de l'Université de Lausanne. J'enseigne ce qu'on appelle l'analyse criminelle et le renseignement. Donc le renseignement bien comme vous le connaissez, renseignement de sécurité, renseignement criminel, qui est un champ à la croisée, comme beaucoup d'ailleurs, de beaucoup de disciplines, mais qui s'intègre dans des disciplines qu'on peut nommer la criminologie, la science forensique et la sécurité, qui finalement du point de vue des sciences mères peuvent être considérées peut-être comme des champs très spécifiques, très ponctuels, très particuliers, mais qui, du point de vue des chercheurs et des chercheuses qui travaillent dans ces domaines, le dire comme ça, c'est couvrir de façon extrêmement large la couverture scientifique de ces objets, notamment au travers des sciences sociales, sciences humaines et sociales pour ce qui est de la criminologie, des sciences plutôt naturelles, galiléennes, de la science forensique fondée sur la trace, de la médecine transversalement, mais également aussi évidemment les sciences politiques, au niveau notamment de la sécurité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que créer une revue qui s'appelle comme ça, c'est avoir l'intention de créer quelque chose dans un environnement comme ça, pluriel, assez complexe, et ceci a assez évidemment son impact, tant dans la création que la gestion de la revue. Donc voilà, comme ça vous savez un petit peu, peut-être vous découvrez des champs que vous connaissez certainement, mais c'est ça. J'ai prévu donc cette slide. D'ailleurs, je profite de remercier mes collègues, le professeur Ribaud et Romain Voisard. C'est eux qui ont fait cette illustration-là que je me suis permis de leur voler. Le reste des illustrations, je les ai volées à personne, puisque c'est l'IA qui les a faites pour moi, qu'on reconnaît très bien par la couleur et le design, puisque je ne vous dirai pas quel est le logiciel, mais on le reconnaît tout de suite par ses choix de design. Premier élément, j'ai fait 3 slides, une sur la création, une sur la gestion, puis une sur le futur de la revue. Donc c'est une revue effectivement qu'on a créée, dont je vous passe l'historique, mais voilà, surtout avec l'appui de beaucoup de personnes, beaucoup de solutions aussi institutionnelles. Alors ici, pour ce qui me concerne, par rapport à cette revue-là, on a pu profiter en Suisse, à Lausanne, du projet SOAP2, qui s'appuie sur ForScience, sur un financement aussi de Swiss Universities, etc., avec énormément en fait, d'appui, plein de conseils, plein de documentation, un appui financier, technique, pour la gestion informatique de la revue, etc. Puis voilà, donc on a été bien accompagnés au travers de l'expérience aussi de nos collègues qui ont l'expérience de ça. Moi, en tant que chercheur, j'ai l'expérience d'être un auteur, j'ai l'expérience d'être un évaluateur, j'ai l'expérience de participer parfois, d'être invité à faire des numéros spéciaux, à faire un livre collaboratif, puis on se dit, ok, numéro spécial, livre collaboratif, c'est bon, j'ai compris, ça va aller, de devenir rédacteur d'une revue. Finalement, on est à peu près dans le même processus. Et là, ce que j'aimerais dire par rapport à l'expérience de l'open access, c'est peut-être une part aussi de ce qu'on attend de l'open access, et en particulier de l'autogestion finalement d'une revue qui nous revient à nous chercheurs, puis qui est effectivement peut-être moins ou plus en main à des acteurs commerciaux extérieurs. L'enjeu que je n'avais pas identifié aussi clairement dès le début, c'est les responsabilités que ça implique. Et que finalement, derrière tous les choix qu'on fait dans la création d'une revue, par exemple, et pas tout à fait au hasard, ces objectifs. Quand on définit les objectifs d'une revue, puis on se dit, on va faire une revue qui, en l'occurrence ici, est internationale. Donc, ok, internationale, pas de problème. Donc, ça veut dire des chercheurs qui viennent, pas de toute la Terre, mais de certaines régions du monde, qui ont des moyens à disposition pour faire de la recherche qui sont différents,
qui ont des cultures différentes, etc. Voilà. Qu'est-ce que ça a comme impact lorsqu'on va mettre en œuvre l'évaluation des articles par des gens qui viennent d'à peu près partout sur Terre, pour vous donner un exemple. On va se dire qu'on va faire une revue qui veut promouvoir les jeunes chercheurs. On va se dire qu'on va faire une revue qui veut promouvoir la francophonie. D'ailleurs, je fais ma présentation en français, pas que parce que nous sommes à Lausanne, mais parce que c'est une revue francophone et que parmi les objectifs de cette revue, c'était vraiment un véritable objectif de la faire de façon francophone. Et en fait, ce que j'ai réalisé dans le processus de création et de toutes ces décisions qui finalement sont pleines de bonnes intentions, évidemment, et qui suivent des valeurs qui sont celles de la recherche et de l'intégrité scientifique, qui sont celles probablement et certainement évidemment de l'open science, il y a des impacts bien réels, et que de penser aussi à tous ces choix sur l'impact en termes de responsabilité, qui prend les responsabilités de quoi, dans un processus de rédaction, pour ne pas dire éditorial, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas inutile. Et c'est vrai que j'avais probablement sous-estimé l'importance de se dire c'est quoi finalement nous, notre responsabilité. Nous sommes 4 à être co-rédacteurs de la revue. C'est quoi notre responsabilité à nous en tant que rédacteurs vis-à-vis de cette diffusion des savoirs, finalement, qu'on essaye de contribuer modestement entre des auteurs qui, voilà, pour publier finalement le travail des gens. Et en fait, voilà, on doit prendre des décisions pour respecter finalement ces principes qu'on érige. Si on dit qu'on veut être une revue internationale, qu'on veut laisser la place, par exemple, c'est facile à dire, on va laisser la place à toutes les régions du monde, on le fait comment? Quantitativement? J'autorise un article par région du monde, par numéro? Impossible, ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà, plein de questions comme ça, et je pense que c'est important de bien le réaliser. Autre élément au niveau de la gestion, alors de nouveau, comme vous l'aurez compris, on a plein de soutiens, plein de documentation aussi qui nous ont été utiles pour faire ça. Et là, il y a 2 choses que j'ai réalisées qui sont assez... Enfin, de nouveau, c'est une expérience personnelle, hein, je ne vais pas chercher la généralisation dans ce que je vais vous dire, mais que tout ce monde académique, de nouveau, les auteurs, les évaluateurs, les rédacteurs, etc., qui contribuent dans ce processus-là, ça fait un processus collaboratif. Mais que derrière tout ça, il faut un petit peu réfléchir à qu'est-ce qui va être le liant de tout ça, ou le pilier du bon fonctionnement d'une revue. Et il n'y a pas de miracle, j'ai l'énorme chance d'avoir pu travailler et d'avoir pu demander à l'une de mes doctorantes de m'aider pour faire ce travail-là. Elle s'appelle Georgia Arès, c'est la coordinatrice de notre revue, et je la remercie et je lui rends hommage. C'est tout à fait capital de penser à ça, et de penser qu'il faut, derrière la gestion d'une revue, probablement une ou plusieurs personnes qui sont là pour nous remettre à l'ordre, pour faire en sorte que tout fonctionne bien, pour gérer les processus de communication et de suivi, notamment du respect du timing. Ça permet de faire la transition. Il ne passe plus beaucoup de temps. Il y a un enjeu aussi qui est très intéressant, je trouve, dans la publication scientifique et dans l'open access, c'est que si maintenant ça fait une quinzaine d'années qu'on parle de slow science et de tous les avantages de réfléchir à l'idée de slow science, des échanges que j'ai pu avoir avec mes collègues, il y a quand même une constante, c'est que tout le monde veut du rapid publishing. Et comment on gère ça, puis comment on y arrive? Et il y a plein de bonnes raisons. Il y a 1001 bonnes raisons de vouloir que le fruit de son travail soit rapide. Mais c'est vrai que voilà, là, en termes de responsabilité aussi, il y a des choses à réfléchir, et c'est pas quelque chose qui se met en œuvre rapidement de faire du rapid publishing. Donc ça, c'est une première observation aussi, enfin, une troisième observation que j'ai faite. Et le dernier argument pour rester dans les temps par rapport au futur, et qui est l'un des enjeux auxquels on est confronté maintenant, ça fait à peu près une année qu'on a créé la revue, un peu plus, mais à peu près une année qu'on a créé la revue, c'est les attentes. Les attentes. Alors on pourrait dire les attentes du lectorat, mais celles-là, je ne les connais pas trop. Très dur de savoir les attentes du lectorat, mais surtout les attentes des auteurs. Et est-ce que je perçois des échanges, des emails, de ce que les gens nous demandent? On voit que c'est l'enjeu de la diffusion, l'enjeu de la visibilité, qui sont aussi des choses qui sont intéressantes. On fait ce qu'on peut, mais c'est sûr que la grande majorité des questions qui nous sont posées, c'est pourquoi vous n'êtes pas indexé dans cette banque de données-là? Et quand on fait une revue multidisciplinaire, ou en sciences sociales, en médecine et autres, etc., potentiellement, ce n'est pas les mêmes banques de données qui sont jugées comme étant les plus efficaces en termes de diffusion et de visibilité. Là, c'est un des enjeux, puis c'est un des enjeux qu'on va prendre à bras le corps aussi, de mettre l'accent là-dessus au profit donc, de la publication. Donc voilà, pour respecter le temps, parce que je crois que je suis pas mal bon là, sur ce coup-là, je vais m'arrêter là sur les quelques arguments que j'avais envie de partager avec vous sur cette modeste expérience de publication. Et voilà, ça me force à m'arrêter. Publication autogérée.